Le Mouron rouge de la baronne M. Muscat Orczy, édition 1913. Lu par Emmanuel. Chapitre 1er. La barrière de Neuilly. Une foule grouillante, bruissante et houleuse d'êtres qui n'ont d'humain que le nom, car à les voir et les entendre, ils ne paraissent que des créatures féroces, animées par de grossières passions et par des appétits de vengeance et de haine. L'heure, quelques minutes avant le coucher du soleil, et le lieu, la barrière de Neuilly, non loin de l'endroit où plus tard un tyran orgueilleux éleva un monument immortel à la gloire de la nation et à sa propre vanité. Pendant presque tout le jour, la guillotine avait été occupée à sa hideuse tâche. Tout ce dont la France avait été fière dans les siècles passés, en fait de noms anciens et de races nobles, avait payé tribut à la liberté et à la fraternité. Le massacre n'avait cessé qu'à cette heure tardive de la journée, car il y avait maintenant pour le peuple d'autres spectacles, plus intéressants à voir, un peu avant la fermeture définitive des portes. La foule quitta en hâte la place de Grève et se dirigea vers les différentes barrières afin d'assister à ce spectacle captivant. On pouvait le voir tous les jours, car ces aristos étaient si bêtes. Ils étaient naturellement traîtres au peuple, tous, hommes, femmes et enfants, descendants des grands hommes qui, depuis les croisades, avaient fait la gloire de la France et constitué sa vieille noblesse. Leurs ancêtres avaient opprimé le peuple, ils l'avaient écrasé sous les talons rouges de leurs élégants souliers à boucles, et aujourd'hui le peuple était devenu le souverain de la France et écrasait ses anciens maîtres, non pas sous ses talons, car à cette époque la plupart des gens du peuple allaient pieds nus, mais sous un poids plus effectif, le couteau de la guillotine. Et chaque jour, chaque heure, l'affreux instrument de torture réclamait ses nombreuses victimes, hommes âgés, jeunes femmes, petits enfants, jusqu'au jour où il devait exiger après la tête d'un roi celle d'une reine jeune et belle. Mais cela allait de soi, le peuple ne gouvernait-il pas la France? Tout aristocrate était un traître. Tous ses ancêtres l'avaient été avant lui. Pendant 200 ans, le peuple avait sué, avait peiné, était mort de faim pour entretenir une cour débauchée dans une extravagante prodigalité. Et maintenant, les descendants de ceux qui avaient aidé à rendre cette cour si brillante avaient à se cacher pour échapper à la mort, à s'enfuir s'ils voulaient éviter la vengeance tardive du peuple. Oui, ils cherchaient à se cacher, ils cherchaient à s'enfuir. De là le plaisir. Chaque après-midi avant la fermeture des portes, lorsque les voitures des maraîchers s'en allaient en procession par les diverses barrières, il y avait quelques fous d'aristos qui tentaient de s'échapper des griffes du tribunal révolutionnaire. Sous différents déguisements, sous divers prétextes, ils essayaient de se glisser à travers les portes si bien gardées par les soldats citoyens de la République. Hommes en femmes, femmes en hommes, enfants en haillons, il y en avait de toutes sortes, ci-devant comtes, marquis et même ducs, qui voulaient s'enfuir de France, atteindre l'Angleterre ou quelque autre pays maudit, et là chercher à exciter l'étranger contre la glorieuse Révolution ou à lever une armée pour délivrer les malheureux prisonniers du Temple, qui naguère s'appelait la famille royale de France. Mais ils étaient presque toujours pincés aux barrières. Le sergent Bibaud, surtout à la barrière de Neuilly, avait un flair extraordinaire pour reconnaître un aristo sous le plus parfait déguisement. C'est alors que le jeu commençait. Bibaud regardait sa proie comme un chat regarde une souris. Il jouait avec elle pendant un bon quart d'heure, quelquefois faisait semblant d'être trompé par l'apparence, par la perruque et les autres arrangements d'acteurs qui cachaient l'identité d'un noble comte ou d'une marquise. Oh, ce Bibaud, quel rude farceur! Et l'on ne perdait point son temps flânant autour de cette barrière de Neuilly pour le voir attraper un aristo au moment même où celui-ci cherchait à fuir la vengeance du peuple. Parfois Bibaud laissait sa proie franchir la porte.
lui permettant de croire pendant 2 Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.